Jacques Rury, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'un architecte comme vous envisage la ville de demain? C'est un vaste sujet très complexe, mais c'est vrai qu'on est en plein dans les mutations de société. En plus, avec les réseaux sociaux, le monde change terriblement et vu mon jeune âge, vous avez compris. Donc j'ai un recul qui me permet de voir un peu ce changement sociétal à travers le monde. Voilà, donc la vie de demain, moi je le vois, l'architecture, les cadres de vie qui se transforment, je le vois avec optimisme. Je suis très optimiste sur le futur, mais je suis très pragmatique dans le sens où je suis très réaliste sur les grands enjeux, sur les grands défis, sur les grands risques. Mais je crois au génie humain, je crois aux jeunes, je crois beaucoup aux jeunes. Les jeunes ont une conscience, envie de bâtir ce futur, on le sent, j'ai eu la chance de parcourir le monde. Donc ils se rendent compte des problèmes écologiques, environnementaux dont on parle tant, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur les plastiques, que ce soit sur la problématique du réchauffement climatique, de la montée. Donc ces jeunes qui vont prendre le pouvoir dans 10-20 ans, politiques, industriels, financiers, qui vont être architectes, qui vont être des bâtisseurs, qui vont être plombiers, zingueurs, peu importe. Ces jeunes ont envie de vraiment retrouver, sans être babacool, sans de ma génération, on voulait retourner presque à l'homme de Cro-Magnon. Non, c'est fini. Les jeunes, grâce aux réseaux sociaux, ils savent que le génie humain a apporté de belles choses, l'éclairage, l'industrie, mais que cette industrie, notre génération, on a fait quand même beaucoup de dégâts d'une façon inconsciente, pour la plupart du temps, et d'une façon lucide pour certains. Mais ne jetons pas la pierre. Donc ce monde change. Ce monde bascule. Ces cadres de vie basculent. La façon de faire les aménagements des villes nouvelles ou des différents territoires qu'il faut aménager, il faut l'entrevoir d'une autre façon. C'est-à-dire que ce n'est pas la vision d'un architecte, ce n'est pas la vision d'un bâtisseur, ce n'est pas la vision d'un industriel, c'est cette transversalité des différentes disciplines qui doivent apporter ces réponses que la civilisation attend, respecter les cultures tout en projetant ces cultures dans le futur et non pas en faisant des micro-cirques, vous voyez ce que je veux dire, de faire des tribus qui restent uniquement entre elles. Non, c'est fini, les jeunes ont envie de s'ouvrir sur le monde, ils veulent respecter leur propre culture, mais du coup de s'ouvrir, d'aller voir avec Erasmus, qui représente d'autres cultures à travers la planète, de voyager. Les jeunes voyagent terriblement. À mon époque, on voyageait beaucoup moins. Moi, j'avais cette chance de voyager. Mais beaucoup de mes amis qui étaient universitaires avec moi, à l'Institut océanographique ou dans l'école d'architecture, ne voyageaient quasiment pas. Donc, c'est cette liberté qui donne une vision planétaire de ce que sera le monde de demain. Et alors, il va ressembler à quoi, ce monde? Ce monde, il va ressembler à quoi? Alors, là aussi, c'est très engagé. Ce monde va ressembler. D'abord, il y aura un plus grand respect vis-à-vis de la nature. La nature, c'est quand même ce qui accompagne l'homme dans son existence, à travers les siècles et les siècles. C'est ce qui nourrit l'homme, c'est ce qui fait rêver l'homme, c'est ce qui fait la beauté de ce que l'imaginaire des hommes. Cette nature est tellement riche de complexité. Le génie de la nature, c'est Léonard de Vinci, il y a 500 ans, qu'il a vraiment compris quand il disait à ses étudiants, d'ailleurs à l'époque, il disait à ses élèves, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est votre futur. Il y a 500 ans, Léonard de Vinci disait ça et disait, la technologie de demain va sortir du génie de la nature. Comment un crabe se déplace. Donc on a attendu 500 ans. Grâce à l'informatique, à l'ordinateur, et bien maintenant on fait des robots qui déplacent comme les crabes. On fait, quand il a observé par exemple la libellule, comment la libellule est en géostationnaire. Comment un animal peut être comme ça en géostationnaire, c'est-à-dire rester immobile dans l'air. Donc il a peut-être cassé quelques palmes de la libellule, quelques ailes, mais il a imaginé l'hélicoptère.
il n'a pas pu le faire tout de suite, la technologie n'était pas au point. L'hélicoptère, c'est justement découle de cette libellule, vous voyez. Donc la nature va apporter dans les générations qui viennent un tel imaginaire pour les startups et pour les cadres de vie, sur les nouveaux matériaux, sur les nouveaux médicaments, vous voyez, sur une façon de concevoir les villes, la ville à la campagne à la ville, vous voyez, on est complètement dans une révolution de mutation et à tous les niveaux, que ce soit en médecine, que ce soit dans la technologie, il y a une mutation qui est en train de se faire. Mais quand on observe la nature abîmée, qu'est-ce qu'on se dit? Non, mais ça c'est dramatique, j'en conviens. Mais ne faisons pas du... Mais vous avez raison, vous avez profondément raison. L'homme a un grand défaut, c'est un guerrier. Mais c'est l'homme de Cro-Magnon, il fallait bien. C'est un guerrier, on est encore un peu trop à l'homme de Cro-Magnon. Voilà. Donc l'homme est en train de s'ouvrir sur des nouveaux horizons de pensée, de comportement, et les jeunes sont moins guerriers qu'il y a à peine un siècle. Vous voyez, ils sont beaucoup moins. Il y a encore des guerres, j'en conviens. Mais j'espère que je ne me trompe pas, demain, on n'a plus besoin de ces guerres, j'espère, où les guerres seront économiques. Je pense que les Chinois l'ont mieux compris que quiconque, que la guerre, ce n'est pas guerroyer, c'est une guerre économique. Donc, ils nous montrent un peu les directions vers quoi il faudrait tendre, il faudrait qu'on se réveille un peu en Europe. Voilà, donc votre question, elle est essentielle, c'est-à-dire que oui, le monde industriel, en un siècle, d'une insouciance au départ de ce monde industriel, de ce génie humain, d'imaginer des engins extraordinaires, la machine à vapeur, bon, mais qui faisait avec le charbon, donc qui polluait terriblement, mais ils ne pensaient pas qu'ils polluaient. La conscience écologique est relativement récente, voyez. Donc cette conscience écologique, donc c'est parce que vous avez ce monde industriel qui a tellement détruit d'une certaine façon, mais qui a tellement apporté à l'homme des solutions sur les médicaments, sur le bien-être, sur le fait de la mobilité à travers les voitures et tout. Mais cette conscience, je pense que les jeunes l'ont intrinsèquement. Ils ont cette conscience. Voilà. Et donc, ils veulent agir, mais pas en revenant en arrière. Alors que votre génération avait un doute, et le doute était profond, bien ancré. Est-ce qu'il faut revenir en arrière? Est-ce qu'il faut stopper la technologie? Vous voyez stopper la technologie? Vous demandez à tout le monde d'arrêter ça? C'est impossible. C'est impossible. Et pourquoi l'arrêter? Mais il faut que ce soit au service, non seulement des hommes, mais de la connaissance de l'environnement et de recréer un lien beaucoup plus fort entre l'environnement et l'homme. Mais c'est ça qui va faire le lien. C'est grâce à cette connaissance que nous offrent ces ordinateurs, on sait comment le biotope, comment les animaux, dans leur cadre à eux de vie, eh ben, ils vivent. Vous voyez ce que je veux dire? Toute cette connaissance planétaire de cette biologie, de cette connaissance du vivant, eh ben, et du végétal, c'est grâce à ces instruments qu'on a encore une plus grande connaissance. Vous voyez? Et donc, forcément, c'est ma vision, mais ce n'est pas ma vision unique, c'est la vision de plein d'êtres comme moi, à travers le monde, qui disent que ces jeunes vont créer les outils de demain pour arrêter les pollutions, arrêter le CO2, arrêter la problématique trop rapide de la montée du niveau des océans. De toute façon, le climat, ça a toujours changé à travers les millénaires, mais c'était les millénaires. Donc la nature comme l'homme s'adaptait à ce changement climatique, parce qu'il fallait 1000 ans, 2000 ans. Là, c'est un siècle, même pas, c'est 50 ans. Donc il faut rééquilibrer tout ça. Et j'ai bon espoir que les jeunes, ils auront la passion, parce qu'il faut de l'audace, de la passion pour imaginer justement comment résoudre ces problèmes. Et poser un regard optimiste. Il faut poser un regard optimiste et dire, eh ben, ça va faire les métiers de demain. Comment résoudre ces problèmes? Eh ben, ça va créer des métiers à tous les niveaux, cette transversalité planétaire dont je vous parlais, cette résonance planétaire, pour faire de belles choses, retrouver un équilibre, retrouver une harmonie entre l'homme et la nature. Et si on retrouve cette harmonie entre l'homme et la nature, on va retrouver peut-être
une harmonie entre les hommes à travers la planète et arrêter les guerres. Il faut d'abord retrouver cette harmonie entre l'homme et la nature pour qu'il y ait un rapport homme-homme différent pour l'avenir. Alors comment on s'y prend pour changer ce monde? Alors comment changer ce monde par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Parce que ça peut paraître utopique, pas du tout. On est là au moment où le monde bascule. Et justement, lors du congrès à Dubaï, du FCI, donc international, nous avons parlé, puisque le thème du FCI, c'était la ville joyeuse, c'est-à-dire la ville du futur. Comment tous les membres au niveau international étaient à ce congrès, imaginer cette ville du futur, cette ville joyeuse, comment vivre demain dans ces grandes villes. Et c'était vraiment un moment très intéressant, très émouvant. C'était le congrès FIAPSI à Dubaï. C'était le congrès FIAPSI à Dubaï, dont j'ai eu l'honneur, le privilège d'être l'invité d'honneur. Et donc, où il y a eu des grands débats passionnants sur un très beau sujet, où tout le monde, en effet, ouvrait ce regard sur comment transformer notre société, comment elle se transforme, et comment la transformer, et comment apporter des solutions environnementales liées à l'aménagement, liées à l'urbanisme, liées à l'architecture, liées au mode de financement de tous ces cadres de vie. Voilà, donc plein d'idées ont fusé, mais aller dans le sens de ce qu'on vient de dire. Vous voyez, et puis on a vu au MIPIM dernièrement, au mois de mars, la même chose, la même direction, puisque pendant le MIPIM, justement, ça m'a permis en tant qu'architecte de rencontrer des membres ukrainiens de la FACI et de pouvoir échanger avec eux ce futur. Comment on peut bâtir ces idées dont on vient de parler. C'est-à-dire là, il y a une idée lunaire qui a surgi. Ah oui, alors là, il y a une audace. Je dois reconnaître que même moi qui suis sans prétention assez audacieux, assez visionnaire, là, les Ukrainiens m'ont vraiment scotché, c'est le terme. C'est-à-dire que Telman, un Ukrainien qui fait partie de cette fédération ukrainienne, m'a dit, écoute Jacques, voilà, puisque tu bâtis des projets assez audacieux par rapport à la mer, le littoral, les grands enjeux de demain, toute cette problématique-là, l'environnement. Mais tu as fait un grand projet sur Monaco, l'extension de Monaco sur la mer, qui ne s'est pas réalisé, mais un très très grand projet. Et on travaille par rapport à l'espace. Et il m'a dit, moi je voudrais faire la ville du futur, sur tous les grands enjeux de demain. Voilà, à côté d'Odessa, faire une base où on retrouve, par exemple, on va aller sur la Lune, le tourisme de l'espace, et on va faire tout un centre d'entraînement pour le tourisme de l'espace. C'est une réalité. Il y a 20 ans, on aurait souri. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, ça coûte très cher, mais demain, ça sera pas très cher. Mais il y a des tas de mômes à l'heure actuelle de 20 ans, 25 ans, qui rêvent d'aller passer une semaine dans l'espace, sur la Lune, sur Mars. Mais on a l'impression que c'est de l'utopie, mais c'est demain. C'est demain. Aller sous la mer. Moi, j'ai eu la chance de vivre sous la mer dans les maisons sous-marines. Combien de temps? 69 jours. Voilà, j'ai fait le record du monde, j'ai participé au record du monde, 69 jours sur la mer qui a été battu depuis. J'ai participé aux expériences de Cousteau, j'ai moi-même fait mes maisons sous-marines avec la COMEX. Voilà, donc cette passion, ils m'ont proposé, les Ukrainiens, de dire on va faire un village sous l'eau. Voilà, et puis un village écologique, sur les grands enjeux écologiques d'aujourd'hui, mais avec les technologies, avec tous ces systèmes qui permettent de voir une plante et de dire la plante c'est telle plante, comment elle se développe, tel animal, tiens, il y a une petite grenouille là qui est super sympathique, qui a de jolis yeux, et qu'est-ce qu'elle mange, comment elle vit, combien de temps elle vit. Vous voyez, c'est toutes ces technologies-là qui font rêver les mômes. Vous voyez, et du coup, pour protéger cette petite grenouille qui est dans tout un écosystème, vous voyez, et savoir que, tout compte fait, quand on va au bord de la mer et qu'il y a des marées, faire attention que quand on veut chercher des crevettes ou des crabes, on soulève le rocher, mais il faut faire attention de le remettre. Vous voyez. Donc c'est toute cette intelligence que les jeunes ont et développent
Et les cadres de vie demain seront en rapport avec toute cette intelligence et la nature. Pour revenir sur ce projet en Ukraine, il va voir le jour à quel horizon? Alors là, ça va dépendre de la dynamique de Thälmann, de la façon, mais il m'a l'air très péchu pour y aller. Non, sérieusement, justement à ce réseau dont on parle, du FBAC, de mettre en relation par exemple cette idée qu'a Thälmann, qui est donc le FBAC a mis en relation un architecte, ils vont mettre en relation justement des investisseurs de Miami, et ainsi de suite. Et c'est un projet qui peut aller relativement vite. Après, il faut une décision évidemment politique au plus haut niveau, mais c'est déjà prévu que le nouveau président d'Ukraine, qui est un jeune dynamique, le projet va lui être présenté, le concept début septembre. Si le président s'en empare, le projet peut aller très très vite. Donc ça peut devenir un rêve très réalisable très vite. Et puis pour finir, le 20 juillet, on fête... Alors le 20 juillet, ça c'est un grand moment que je vais fêter avec avec mon meilleur ami, qui est Jean-Luc Chrétien. Et donc on va fêter joyeusement en Bretagne le premier pas de l'homme sur la Lune il y a 50 ans, et qui m'avait fait rêver parce que ce moment extraordinaire à 3 heures du matin, pour moi, j'avais des étoiles dans la tête, dans les yeux, pendant des années, même encore aujourd'hui, je me souviens de ce moment historique, extraordinaire, et qui a fait ce que je suis même aujourd'hui. C'est comme quand Gagarine est parti, pareil, quand Leïka, la chienne, m'a fait pleurer, parce que je me disais, mais quand même, comment on va la ramener? Ils vont quand même pas la laisser là-haut. Et puis Spoutnik, d'entendre ce bruit du Spoutnik et cette forme très particulière. Et puis Cousteau, toute l'aventure Cousteau m'a fait rêver, vous voyez. Donc j'ai la chance de tomber dans un moment de l'évolution de l'humanité où la technologie est là, le rapport à l'environnement est en train de se remettre en place. Je crois qu'on vit des moments passionnants. Passionnants pour les jeunes, il va y avoir plein de start-up, il y a plein d'idées à développer dans les start-up du futur à travers tout ce qu'on vient de dire.